Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour adresser le sujet de l'intelligence artificielle. Quels sont les nouveaux risques que pose cette technologie, mais aussi quelles sont les opportunités qu'elle représente. Donc pour ma part, je suis Jérôme Billois, je suis associé au sein du cabinet Wavestone. Wavestone, on est un cabinet de conseil en management avec aujourd'hui plus de 2800 personnes réparties dans le monde, dont une équipe fortement présente à Nantes. On intervient sur des sujets de conseil très larges, à la fois des sujets de conseil sur le métier, la banque, les télécoms, l'énergie, le manufacturing, des sujets de conseil sur les fonctions transverses, la finance, les RH par exemple, et des sujets de conseil sur les technologies, en particulier sur la transformation numérique et pour ma part, sur les sujets de la cybersécurité et de la confiance numérique, où on a une équipe aujourd'hui de plus de 500 personnes à l'échelle internationale. Et donc aujourd'hui, on va co-présenter avec Laurent. Bonjour à tous, donc Laurent Guillet, moi je suis manager chez Wavestone à Nantes et je travaille dans la practice cybersécurité et confiance numérique. Alors aujourd'hui, on va vous emmener sur le terrain de l'intelligence artificielle. Vous connaissez forcément ce mot, enfin ces deux mots, c'est le buzzword du moment. Clairement, je pense que qui n'a pas entendu parler d'intelligence artificielle sur les quelques derniers mois, il n'y aurait personne dans la salle. C'est même pas la peine que j'essaye de faire un sondage. Et on voit que c'est vraiment un sujet qui est aujourd'hui en pleine croissance, sujet qui est porté à la fois par des grands noms, des grandes marques du numérique. On voit ici Google, on voit ici tous les projets qui vont aussi potentiellement transformer notre quotidien, les voitures autonomes, sur la santé, voilà, tout ça vous l'avez vu. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit quand même assez concrètement, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'intelligence artificielle. En fait, on a sans arrêt des nouvelles solutions, des nouvelles approches qui utilisent ce mot de l'intelligence artificielle. Mais en fait, souvent, quand on ouvre la boîte, comme vous pouvez le voir ici sur ce petit cartoon, quand on ouvre la boîte, ce qu'on observe, c'est des systèmes qui ne sont pas forcément intelligents. C'est plutôt des systèmes finalement qui vont réagir à un certain nombre de règles qu'on va avoir ancrées dans leur fonctionnement, une suite finalement de si, s'il se passe ça, alors je fais ça, s'il se passe ça, alors je fais ça, etc. Ça n'est pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a un certain nombre de définitions et elle a un certain nombre de champs. Et en fait, ce qu'on va aborder ce matin ensemble, on va essayer de rentrer dans ce thème de la vraie intelligence artificielle. Alors, la manière dont on peut la définir, c'est déjà, il y a deux grandes familles, si vous voulez, d'intelligence artificielle. Il y a weak ou strong, donc faible ou forte, en analogie centrée, narrow ou générale. En fait, l'idée, c'est de se dire que des intelligences artificielles vont être capables de traiter un certain nombre de sujets très précis, ou alors des intelligences artificielles vont être capables d'interagir sur des sujets extrêmement larges. Donc aujourd'hui, très clairement, ce qui marche, c'est plutôt des intelligences artificielles sur des sujets très précis. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de le généraliser le plus possible. Ensuite, un point clé de l'intelligence artificielle par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, une somme de conditions, s'il se passe ça, alors on fait ça, s'il se passe ça, alors on fait ça, c'est finalement de voir qu'une intelligence artificielle, elle doit apprendre. Elle doit apprendre du monde extérieur. Alors, avec deux modes d'apprentissage que vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle les modes supervisés. Pour faire simple, on va nourrir l'intelligence artificielle pendant une phase de croissance, entre guillemets, où on va lui envoyer les données, on va lui exposer les différentes situations. Et puis ensuite, on va à un moment décider que c'est fini et on va lui laisser vivre sa vie. Ou alors il y a des modes d'apprentissage non supervisés où c'est finalement le système en lui-même qui, en recevant des données, en évoluant au quotidien, va pouvoir apprendre des nouveaux comportements, des nouvelles règles. J'ai simplifié, je sais que s'il y a des puristes dans la salle, mais je pense que c'était important de reposer ces concepts-là qui vont nous être utiles pour la suite de la présentation. Le troisième point, c'est finalement de se dire, mais c'est quoi vraiment une intelligence artificielle? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à cette étape de l'intelligence artificielle? Eh bien, il y a un test empirique qui a été imaginé il y a plusieurs dizaines d'années par le mathématicien, le scientifique Alan Turing, qui finalement propose de mettre à l'épreuve une intelligence artificielle face à des humains, d'avoir un test conversationnel et voir si les humains se font berner ou pas par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en parlant avec cette intelligence artificielle, l'être humain croit parler à un autre être humain.
Donc ce test qui est empirique et qui est aussi très discuté est un peu la référence aujourd'hui pour dire si on est sur une vraie intelligence artificielle ou pas. C'est discuté parce que, vous le voyez bien, quand on est sur un test conversationnel, on est sur un des cas de l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup d'autres. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir tester une voiture autonome ou un système qui nous aiderait dans la santé. Mais cependant, ça fait partie des bases à connaître sur l'intelligence artificielle. Alors, on est là pour parler de cybersécurité, et donc la première question qu'on peut se poser, mais c'est finalement ces systèmes d'intelligence artificielle qui rentrent dans notre quotidien de plus en plus, est-ce qu'on pourrait les pirater? Et je vais passer la parole à Laurent qui va vous révéler une surprise. Bon, sans surprise, la réponse est évidemment oui. Et donc pour commencer à parler des risques, partons sur un exemple très concret, finalement l'exemple de Microsoft Tay. Donc Microsoft Tay, certains s'en rappellent sûrement, c'était un chatbot construit par Microsoft pour Twitter. L'idée de ce chatbot, c'était d'étudier les comportements, les interactions qu'avaient les jeunes Américains sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Donc c'est un chatbot qui a été construit à la base comme un adolescent un petit peu naïf qui voulait bien parler sur Twitter à tous ceux qui l'interrogeaient. Finalement, ce qui s'est passé, ce qu'on a observé, c'est qu'en 24 heures, le modèle du jeune Américain parfait, un petit peu naïf, s'est transformé en un extrémiste notoire. Donc en moins de 24 heures, changement radical de comportement. Si on regarde un petit peu précisément ce qui s'est passé, le 23 mars 2016, Microsoft lance le service. Premier tweet de Microsoft Tay, Hello World. Et là, il commence à interagir, à répondre, à mettre des smileys, des lol, plein de choses que n'importe quel adolescent américain ferait. Et le lendemain matin, 24 mars au matin, voilà un exemple de tweet que je ne vais pas vous lire. Donc on est sur des tweets extrémistes, négationnistes, sexistes. Changement radical de comportement. Évidemment, le jour même, Microsoft éteint le chatbot, s'excuse publiquement et lance une enquête. Finalement, voilà, c'est très rapide, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Finalement, Microsoft Tay, son modèle, c'était d'imiter un jeune adolescent américain, un petit peu naïf. Donc c'était une IA de type simple, par rapport à ce que Jérôme évoquait tout à l'heure, avec une phase d'apprentissage légère et qui avait tendance à croire un petit peu ce qu'on lui disait et à apprendre de tout ce qu'on lui répétait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a un groupe d'utilisateurs qui se sont ligués contre lui un petit peu, et qui ont voulu l'orienter dans ses publications. Donc, ce groupe d'utilisateurs, c'était un groupe d'utilisateurs issus du forum 4chan, que vous connaissez probablement pour certains, qui est un forum anglophone assez controversé, au contenu assez controversé. Et donc ces utilisateurs, pendant toute la nuit, ont inondé Microsoft Tay de tweets agressifs, d'images agressives, et ce qui ont induit le lendemain matin une réappropriation de tous ces éléments par le chatbot qui les publiait à son compte. Voilà sur un exemple très concret ce qui peut arriver en termes de risques sur de l'intelligence artificielle. Avant de rentrer dans la catégorisation de ces risques, je vais repasser la parole à Jérôme qui va nous présenter mais finalement comment marche une intelligence artificielle. Tout à fait, merci Laurent. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on réfléchit à la sécurité d'un système, il faut comprendre ses principaux composants. Et si on regarde de manière simplifiée, un système d'intelligence artificielle, on va avoir à son cœur finalement le modèle d'apprentissage qui peut porter plusieurs noms, c'est du machine learning, du deep learning, des réseaux neuronaux, etc. Où là, on va vraiment avoir ce qui va faire fonctionner le cœur du système. Et puis on a des interactions qui peuvent être multiples, avec en premier lieu un module qui s'occupe de ce qu'on appelle le planning, l'optimisation et l'ordonnancement des différentes tâches, et qui va interagir avec le monde extérieur. Et donc là, suivant l'intelligence artificielle, on a plein de cas. Par exemple, vous pouvez avoir des cas de type robotique. Quand on parle d'une voiture autonome, finalement, cette voiture, elle va être capable d'accélérer, de freiner, de tourner le volant. Donc là, on a vraiment des actionneurs dans le monde physique qui vont recevoir des ordres et qui vont bouger des choses. On a la vision. Toujours dans mon exemple de la voiture autonome, on va avoir des caméras, on va avoir des capteurs laser, on va avoir des capteurs à ultrasons pour finalement être capable de cartographier l'environnement et de savoir ce qui s'y passe. Puis on a toutes les phases d'interaction potentielle dans la compréhension du langage naturel pour pouvoir interagir, envoyer des ordres, émettre des ordres, et les fonctions de reconnaissance de la parole.
Et finalement, ce que vous utilisez peut-être pour la plupart d'entre vous avec vos téléphones mobiles récents sur les assistants vocaux à qui on peut parler comme Siri ou comme Google, eh bien, on est vraiment plutôt sur les deux dernières briques de la capacité à comprendre le texte et à comprendre la voix. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, les grands composants qu'on voit dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et ensuite, toujours dans la réflexion de comment on attaque, où est-ce qu'on peut attaquer, ben, on regarde le chemin finalement du fonctionnement d'un système d'intelligence artificielle. Donc on l'a vu tout à l'heure, au centre, on a l'apprentissage et le traitement des données. Et puis on a toutes ces entrées qui vont être analysées et qui derrière vont donner des sorties. Vous voyez, la modélisation, elle est quand même extrêmement simple. Et donc, en bon attaquant, eh bien, on peut positionner des attaques sur absolument toutes les étapes de l'intelligence artificielle, que ce soit sur les entrées. Et là, finalement, c'est assez simple parce qu'il suffit d'envoyer peut-être une autre image, un autre texte, un autre son que ce qui est attendu. Sur la phase de learning et de processing, et là, c'est quand même quelque chose de plus particulier et Laurent va le détailler. Et puis évidemment, on peut aussi attaquer les sorties de manière beaucoup plus classique. Alors je vais justement repasser à la main à Laurent qui lui va revenir sur les attaques vraiment spécifiques, celles qu'on ne rencontre pas ailleurs et qui peuvent toucher les systèmes d'intelligence artificielle. Alors évidemment, l'intelligence artificielle, elle est soumise à tous les risques classiques des systèmes d'information. C'est juste un type particulier. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser sur les attaques, les risques spécifiques liés au principe même de fonctionnement de l'intelligence artificielle. Donc finalement, aujourd'hui, nous, on catégorise ces risques en trois. D'abord, on a le risque d'empoisonnement, ensuite, on a le risque d'inférence, et ensuite, on a le risque d'évasion. Je vais vous les présenter successivement. D'abord, le risque d'empoisonnement, c'est finalement un risque qui va consister à changer, à modifier le centre de gravité de l'intelligence artificielle, ou à changer finalement la manière dont elle fonctionne. L'objectif et la manière de mettre en œuvre ce risque pour un attaquant, c'est finalement d'inonder l'intelligence artificielle durant la phase d'apprentissage ou durant la phase de traitement avec des données erronées, des données fausses, des données biaisées, ou de l'inonder d'une certaine catégorie de données pour faire évoluer l'intelligence artificielle dans le sens souhaité par l'attaquant. Donc c'est exactement l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur Microsoft Tay, où les utilisateurs de 4chan ont envoyé des images du contenu extrémiste au chatbot qui l'a ensuite republié, qui se l'est approprié, l'a appris et a cru que c'était la manière normale de réagir. Vous avez ici un autre exemple très concret. C'est l'exemple, donc juste ici, c'est l'exemple d'un homme de type asiatique qui voulait faire reconnaître sa photo d'identité pour qu'elle puisse être mise sur son passeport. Le moteur qui devait reconnaître si la photo était conforme ou non était basé sur l'intelligence artificielle. Et à chaque fois, sa photo était refusée au motif qu'il avait les yeux fermés. Donc ça peut faire sourire. Évidemment, là, on est dans un biais d'apprentissage. C'est qu'en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que le système d'intelligence artificielle n'avait été paramétré n'avait appris que sur des visages de type européen et qu'il était incapable d'analyser correctement un visage de type asiatique. Donc voilà deux exemples très concrets du risque d'empoisonnement sur de l'intelligence artificielle. Le risque suivant, c'est le risque d'inférence. C'est le risque qui va consister à voler la donnée traitée par l'intelligence artificielle ou qui va consister à comprendre dans ses moindres détails la manière qu'a l'intelligence artificielle de fonctionner et de l'exploiter au profit de l'attaquant. Finalement, on a ici un exemple très concret, mais le principe, c'est de jouer avec l'intelligence artificielle. De jouer un grand nombre de fois, en mettant plein d'entrées différentes, en regardant à chaque fois ce qu'elle dit, en faisant varier un petit critère, un petit paramètre. Quel est le taux de détection, quel est le pourcentage de réalité de telle ou telle réponse, combien de oui, combien de non. Et de proche en proche, en jouant de multiples scénarios, on arrive finalement à reconstruire un peu l'algorithmique derrière et à comprendre comment fonctionne dans ses moindres détails l'intelligence artificielle et en tirer profit. Vous avez ici l'exemple de Face ID. Donc, Face ID, c'est le moteur de reconnaissance faciale sur l'iPhone X, développé par Apple, qui est basé sur un système d'intelligence artificielle. Finalement, ce système, Apple l'avait entraîné en laboratoire et Apple avait annoncé qu'il n'était pas falsifiable par des faux visages ou par des masques. Bon, évidemment, ça s'est avéré faux. Et ce qu'ont fait une équipe de chercheurs vietnamiens, c'est qu'ils ont réussi à recréer un masque, vous voyez ici en bas. Ça n'a pas demandé tant de temps que ça, quelques jours, ça n'a pas été très coûteux, quelques centaines de dollars. Par contre, ils ont beaucoup joué
avec le moteur. Et de proche en proche, en écoutant bien les réponses, en regardant les oui, les non, les taux de positifs et de négatifs, ils ont réussi à construire ce masque ici, qui permet de déverrouiller un iPhone. Voilà sur un exemple très concret, ce risque d'inférence. On comprend le fonctionnement et on l'exploite à nos fins. Le troisième risque, c'est le risque d'évasion. Celui-là, c'est mon préféré. Juste avant qu'on rentre dans le détail du sujet, vous voyez l'image à gauche. Je vais juste me permettre un petit sondage. Qui est-ce qui voit sur cette image deux Mexicains jouant de la musique? Je vous laisse me regarder l'image. OK. Qui est-ce qui voit deux personnes âgées? OK, il y en a plus. Donc maintenant, normalement, tout le monde voit à peu près les deux. Vous savez qu'il y a deux choses. Finalement, le risque d'évasion, c'est exactement ça. C'est le principe illusion d'optique pour une intelligence artificielle. On sait faire croire à l'intelligence artificielle, enfin, faire voir quelque chose à l'intelligence artificielle qu'on ne voit pas. Donc vous avez ici l'exemple, je vais prendre le chien, on est tous d'accord, c'est un chien, et le moteur intelligence artificielle est d'accord pour dire que c'est un chien. En ajoutant du bruit, deuxième image, c'est-à-dire un signal faible, non perceptible à l'œil humain, ou très faible par rapport à l'image de départ, on transforme ce chien pour l'intelligence artificielle en autruche, alors qu'on est tous d'accord, je crois, pour dire que c'est encore un chien. Donc finalement, c'est ça le risque d'évasion, c'est arriver à transformer la vision qu'a l'intelligence artificielle d'une chose pour faire croire que c'est autre chose sans que l'œil humain puisse détecter cette altération. Donc là, vous avez l'exemple du chien qui se transforme en autruche, c'est un cas sympathique. Vous avez des cas beaucoup moins sympathiques, comme celui que vous voyez en bas. Finalement, des chercheurs ont montré en début d'année qu'en collant quelques bouts de scotch sur un panneau stop, il se transformait pour l'intelligence artificielle en panneau route prioritaire, sans que personne s'en rende compte, puisque pour nous tous, ça reste un panneau stop avec du scotch. Donc ça, vous imaginez bien que ce genre de transformation, dans le cas de l'avènement de la voiture autonome demain, c'est un peu plus grave que de transformer des chiens en autruches. Vous avez un autre exemple là dont je n'ai pas parlé, mais qui est intéressant, c'est que là, le chien, le panneau stop, on est sur des exemples en 2 dimensions. Okay, il y a 3 dimensions dans un panneau stop, mais c'est faible. Ici, vous avez l'exemple, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais qui a été fait par des chercheurs aussi fin d'année dernière, d'une tortue en 3 dimensions. Donc, vous verrez, là, je pense que ceux qui voient, on est tous d'accord pour dire que c'est une tortue. C'est un objet en 3 dimensions, d'une quinzaine ou une vingtaine de centimètres. Et finalement, quelle que soit la position dans laquelle on va la présenter à l'intelligence artificielle, à son capteur visuel, elle va nous l'analyser comme une arme à feu. Dans plus de 90% des cas, cette tortue est détectée comme une arme à feu. Donc là, c'est un peu plus challenging, un peu plus compliqué à faire qu'une image en 2 dimensions. C'est-à-dire que quelle que soit la vision qu'on a et l'angle de vision, on a ajouté du bruit sur toutes les faces pour que l'intelligence artificielle de Google, en l'occurrence, détecte une arme à feu ici. Vous imaginez bien le genre de risque que ça peut poser sur ce scénario d'évasion. Voilà. Donc là, on a vu les 3 grandes catégories de risques, mais finalement, notre métier, c'est de réduire ces risques. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais repasser la parole à Jérôme, qui joue le rôle du good guy aujourd'hui. Merci le bad guy. Alors effectivement, hein, l'objectif, c'est maintenant qu'on connaît les risques, c'est comment on les adresse, comment on les amène à des niveaux qui restent raisonnables pour qu'on puisse utiliser cette intelligence artificielle. L'objectif étant pas du tout de bloquer son arrivée, mais bien d'en saisir toutes les dimensions. Alors pour réduire les risques, de la même manière, on reprend notre chaîne fonctionnelle. Et on va commencer par se dire comment on peut réduire les risques sur l'entrée des informations. Mais déjà, il y a des choses toutes simples. C'est par exemple faire du filtrage. Si Microsoft Tay, que Laurent nous présentait tout à l'heure, on avait mis des filtres sur le texte que le chatbot pouvait recevoir en enlevant un certain nombre de vocabulaire extrémistes, négationnistes, etc., l'intelligence artificielle ne l'aurait jamais entendu, donc elle n'aurait jamais pu être déformée par cette attaque. Donc ça, c'est un élément extrêmement simple qui existe déjà dans beaucoup de systèmes. Après, on a des choses un peu plus poussées, comme finalement forcer la détection du bruit et nettoyer le signal visuel qui est envoyé à l'intelligence artificielle pour que les attaques d'évasion vues précédemment, elles, ne puissent plus être efficaces. Ensuite, on va passer à la phase d'apprentissage. Et là, on a une méthode qui est l'adversarial training. Usuellement, on va prendre une intelligence artificielle et on va lui apprendre tous les bons cas. Tous les cas qu'on veut qu'elle soit capable de traiter. Mais là, ce qu'on peut faire aussi, ce concept-là, c'est de lui apprendre ce qu'est une attaque. Quels sont les cas qu'elle ne devrait pas traiter ou sur lesquels elle devrait être particulièrement suspicieuse.
Ça, c'est le concept d'adversarial training. Et puis bien entendu, on peut faire aussi de l'advanced learning. Souvent, dans ces phases d'apprentissage, on va essayer d'aller vite parce qu'on veut voir si le système marche. Mais par contre, on peut aussi prendre le temps et apprendre pendant longtemps. Et plus le système apprendra et aura de bases de connaissances, plus finalement il sera capable aussi de résister à des attaques. Sur le cran d'après, c'est finalement le cran vraiment du traitement en tant que tel. Il y a une méthode efficace qui s'appelle le gradient masking. Tout à l'heure, Laurent l'expliquait, pour faire les attaques qui transforment le chien en autruche, finalement, comment ont fait les chercheurs? Ils ont pris l'image du chien, ils ont modifié un petit peu, et puis ils ont dit à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que cette image? Et puis à un moment, ils ont vu que le chien, c'était un chien à 80%, mais une autruche à 20%. Puis ils ont modifié un peu, le chien à 70%, l'autruche à 30%, et ainsi de suite, en jouant sur des paramètres extrêmement fins. Et finalement, le gradient masking, c'est rendre l'intelligence artificielle, je dirais, moins bavarde, en lui demandant de ne plus renvoyer des résultats détaillés. C'est-à-dire qu'on va juste lui dire, est-ce que c'est un chien? Oui, non. Et on ne sait pas ce qu'elle voit d'autre. C'est-à-dire on va masquer finalement la finesse dans les résultats qui sont affichés pour que finalement un cybercriminel, une personne malveillante, derrière ne soit pas capable de jouer avec ces paramètres de manière très fine. Ensuite, on a un mécanisme qui s'appelle la defensive distillation, qui lui est beaucoup plus technique, qui consiste dans le principe à faire marcher simultanément plusieurs moteurs d'intelligence artificielle et à combiner leurs résultats, à rentrer les résultats de l'un dans l'autre et inversement, d'où l'image que vous avez là, pour que justement ces deux moteurs avec un fonctionnement différent, avec des algorithmes potentiellement différents, soient capables de détecter des attaques ou des différences de fonctionnement qui montreraient finalement une attaque. Et dernière étape, c'est finalement aussi se protéger sur les sorties des systèmes d'intelligence artificielle, avec par exemple des choses toutes bêtes qui existent déjà, des modérateurs. Si Microsoft Tay, tout à l'heure, avait eu un modérateur, même simple, derrière elle, il aurait pu rapidement voir la dérive. De la même manière, il y a une méthodologie de blacklist, donc de liste noire de choses qui sont potentiellement interdites. Là, ça aurait été très très rapide dans Microsoft Tay de voir ce type de choses et d'empêcher finalement des messages non souhaités d'être publiés sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on voit qu'il y a toute une palette. Et en fait, l'enjeu dans le cadre d'un projet d'intelligence artificielle, c'est bien d'être capable d'identifier les risques, et donc de penser aux risques spécifiques à l'intelligence artificielle, et puis derrière de choisir, finalement, dans cette palette de solutions, celles qui vont être à la fois les plus efficaces, mais également les moins coûteuses, dans à la fois finalement, le coût financier du système, mais aussi son fonctionnement au quotidien. Donc tout ça, ça montre une chose, c'est que ça montre quand même qu'on peut y arriver, et Microsoft a justement appris aussi de ses erreurs. Parce que Microsoft a sorti un autre chatbot sur des réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est Xiaoice ou Xiaobing, qui est à nouveau un chatbot, un robot conversationnel, qui a été vraiment spécifiquement conçu pour le Twitter chinois, vous me passerez le raccourci, qui s'appelle Weibo. Et donc finalement, il a été lancé en 2014, et depuis 2014, il n'y a pas d'incident. Il n'y a pas d'incident alors que ce robot parle avec des Chinois sur Internet, et pas qu'un peu, puisqu'il y a 2,5 millions de followers aujourd'hui, et il est lui-même référencé comme un des top influenceurs de la plateforme. Et il y a vraiment des gens qui passent leur journée à parler avec ce chatbot. 3 raisons finalement pour lesquelles il n'y a pas forcément eu de dérive comme on a pu le voir sur le début, avec Microsoft Tay cette fois-ci. Déjà la base d'apprentissage qui elle-même était déjà filtrée parce qu'il y a eu un apprentissage sur des bases finalement de conversations déjà existantes qui elles-mêmes ne contenaient pas forcément d'éléments qui pouvaient porter à discussion. Il y a une équipe spécifique mise en place pour sa supervision. Et il y a aussi des algorithmes, une configuration des algorithmes qui fait que contrairement au premier chatbot, la dérive, l'apprentissage n'était pas autorisé. Donc après, ça peut poser aussi tout un tas de débats et de discussions sur la liberté d'expression, etc. C'est sûr. Mais en tout cas, on a ici un exemple d'une manière dont on peut configurer une intelligence artificielle pour qu'elle ne soit pas forcément détournée de son fonctionnement. Et alors justement, je vais repasser la parole à Laurent, qui va vous parler d'un cas réel sur lequel on a eu à travailler avec un de nos clients.
Donc ce cas, c'est celui d'un chatbot. Un chatbot plutôt bancaire, vous allez voir, sur lequel on va vouloir réaliser une analyse des risques pour voir finalement quels sont les risques concrets pour ce chatbot et quelles sont les contre-mesures à mettre en place pour traiter ces risques. Donc finalement, juste avant de rentrer dans le détail des risques, il faut bien comprendre comment fonctionne le chatbot. Donc un chatbot, c'est d'abord une interface avec un client, la plupart du temps en mode texte. Le client tape sur son clavier les messages au chatbot qui lui répond sur l'écran en mode texte. Ensuite, il y a l'application de chatbot à proprement parler, qui va être un progiciel ou souvent externalisé, mais en tout cas une application dédiée, qui va elle-même interagir avec le système d'information de l'entreprise, avec les données clients, avec les bases de données et les différents systèmes. Finalement, quand on voit ça, c'est avant tout une application, enfin, un morceau du système d'information, une application métier. On a un certain nombre de risques de sécurité qui se posent et qui sont classiques. Le chatbot peut être indisponible comme n'importe quelle autre application. Je vous passe la liste. On a certains risques qui sont par contre spécifiques, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'intelligence artificielle et au fait que c'est un chatbot. Le chatbot peut donner des fausses réponses, il peut divulguer les réponses d'autres personnes, si on ne fait pas attention. Voilà des exemples de risques spécifiques à l'intelligence artificielle. Finalement, on voit bien que le niveau de risque il va dépendre du niveau d'interaction du chatbot avec le client. Donc, si on reprend l'exemple de notre chatbot bancaire, premier cas, le chatbot ne fait qu'accéder à des données statiques, des données qui ne sont pas dépendantes du client. Donc, par exemple, une foire aux questions dynamiques. Exemple très concret, vous demandez au chatbot combien de temps je vais mettre à recevoir ma nouvelle carte Visa. Réponse du chatbot, en général, les cartes Visa sont envoyées sous 5 jours. Okay. Le deuxième niveau, c'est le conseil actif et personnalisé. C'est-à-dire que vous allez demander au chatbot, j'aimerais bien épargner, qu'est-ce que vous me conseillez? Réponse du chatbot, au vu des placements dont vous disposez, de vos revenus mensuels et des soldes de vos comptes, voilà le meilleur placement que je peux vous proposer. Donc là, on voit bien que le chatbot, il a accédé à mes données personnelles, il a accédé au panorama de mes comptes, de mes soldes, de mes placements, il a regardé mes revenus avant de me faire le conseil le plus optimisé. Et le troisième niveau, vous le voyez venir, c'est le conseil actif, c'est la transaction via le chatbot. Je voudrais envoyer 1 500 € à ma femme. Réponse du chatbot. Très bien, montrez-vous devant la webcam avec votre carte d'identité. Parfait, je vous ai authentifié, je fais le virement. Attention, il vous reste 1 000 € sur votre compte. Et là, on voit bien que le risque n'est pas le même. Donc finalement, c'est ça qu'il va réussir à falloir positionner ensuite, c'est ces différents niveaux d'interaction, quel risque ça nous donne. Et là, on a essayé de les repositionner en termes de risque sur une matrice classique. Finalement, l'accès aux données dynamiques, la foire aux questions dynamiques, le temps de recevoir ma carte Visa, c'est pas très critique. S'il me dit 4 jours plutôt que 5, bon, ok, je serai un peu déçu, mais enfin bon, c'est pas dramatique. Niveau de risque plutôt faible pour la foire aux questions dynamiques. Dans le deuxième niveau, le conseil actif, le chatbot a accédé à mes comptes, à mes soldes pour me faire un conseil personnalisé. On voit quand même que j'ai dû ouvrir mon système d'information et pour permettre au chatbot d'accéder à des données sensibles, des données personnelles, des données bancaires. Donc, on a quand même un certain niveau de risque qui va être positionné plutôt au milieu. Et dans le troisième cas, le chatbot fait des transactions quand je lui demande. Donc là, on est sur le niveau de risque maximum. Il peut faire des virements, il peut vider mon compte. Donc voilà. Ça nous permet de voir un petit peu, en fonction du niveau d'interaction, quel est le niveau de risque. Finalement, à partir de ça, ce qui est important ensuite, c'est de bien positionner tous les projets de l'entreprise, et notamment tous les différents projets de chatbot sur cette matrice, pour voir qu'est-ce qu'on doit couvrir en premier lieu. La foire aux questions dynamiques n'a pas besoin du même niveau de sécurité que le chatbot transactionnel du dernier exemple. Donc finalement, à partir de cette matrice de risque, on va mettre différentes mesures de sécurité en fonction de la couleur du risque. Finalement, si le risque est faible, foire aux questions dynamiques, on va mettre des choses assez standards, comme par exemple la vérification que les systèmes soient bien à jour, on a bien installé les patchs de sécurité, la revue du contrat avec le prestataire, le tiers, pour s'assurer que le BABA est bien traité, une analyse de risque, des choses standards. Sur le niveau intermédiaire, on accède aux données du client, on accède à des données sensibles avec le chatbot, on va vouloir renforcer un petit peu les choses. On va peut-être mettre de l'audit de code source, on va peut-être mettre du chiffrement des données, des choses un petit peu plus avancées. Évidemment, sur le niveau le plus élevé, on va remettre toutes ces mesures standards assorties d'autres mesures classiques de protection des systèmes d'information, peut-être de l'authentification forte, peut-être de la détection d'intrusion. Mais sur ce cas particulier de chatbot, là, on va vouloir compléter ces mesures de mesures
particulières liées au risque de l'intelligence artificielle. Donc c'est sur ce genre de chatbot qu'il est indispensable de mettre des mesures comme la revue de l'apprentissage, les blacklists de réponses, ou d'apprentissage d'ailleurs, etc. Donc voilà, c'est sur ce niveau de risque, et éventuellement sur le niveau en orange aussi, mais à minima sur le niveau rouge, qu'il faut mettre en place les mesures spécifiques de sécurité contre les risques liés à l'intelligence artificielle, en plus de toutes les autres mesures standards habituelles. Voilà pour cet exemple concret. Maintenant, je vais repasser la parole à Jérôme, qui va nous ouvrir une nouvelle porte sur les risques liés à l'intelligence artificielle. Merci. Effectivement, on vient de voir que l'intelligence artificielle peut être utile dans des processus métiers classiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les cybercriminels, eux aussi, voient l'intérêt dans l'intelligence artificielle pour conduire leurs attaques. Et ils ne nous ont pas attendus, parce que les cybercriminels, c'est souvent des gens qui sont finalement assez à la pointe. Et on a vu depuis plusieurs années des méthodes qui sont utilisées pour contourner un certain nombre de systèmes de sécurité. Typiquement, vous avez déjà certainement été sur Internet, il y a ce qu'on appelle les CAPTCHA, quand on va vouloir vérifier si vous êtes bien un être humain. Et donc, on va vous afficher une zone de texte difficile à lire et on va bien vous demander de la retaper. Eh bien ça, une intelligence artificielle, elle sait très bien le faire. Et aujourd'hui, il y a des cas de cassage de ces mécanismes de protection avec des intelligences artificielles qui sont au-delà de 95% de réussite. Et le cybercriminel va utiliser un système d'intelligence artificielle qui analyse l'image, qui trouve la réponse et qui la rentre automatiquement. Et donc là, clairement, la mesure de sécurité initiale est dépassée. Ça, c'est ancien. Ce qui est plus récent, c'est ce qu'on voit sur la recopie de voix ou de vidéos. Et donc, c'est la capacité finalement à usurper l'identité d'une personne, à usurper sa voix, à usurper son image. Et aujourd'hui, vous avez des startups qui se lancent là-dedans. Vous avez Lyrebird en particulier, vous pourrez regarder, qui avec 60 secondes d'enregistrement d'une voix de quelqu'un, est capable de complètement resynthétiser l'ensemble des sons qu'il serait capable d'émettre et donc de fabriquer une fausse voix, ce qui est extrêmement pratique. Par exemple, pour des scénarios de fraude, comme on en a souvent vu, des fraudes au président, vous savez, où quelqu'un au département compta reçoit un coup de fil du président qui lui dit « Merci de virer immédiatement 10 millions d'euros sur ce compte à Hong Kong, on est en train de faire un investissement confidentiel en Chine ». D'habitude, les fraudeurs, ils font ça avec leur propre voix. Des fois, justement, les gens de la compta connaissent le président, ils disent « Attendez, vous êtes qui? Je ne reconnais pas votre voix ». Là, si vous avez la vraie voix du président, vous allez augmenter énormément la réussite de ce type d'attaque. Et puis, ce qu'on voit arriver aussi, pas mal de choses, dont finalement le phishing, cette fois-ci, on va dire, dopé à l'intelligence artificielle. Je suis sûr, dans la salle, vous avez dû tous recevoir du phishing un jour ou l'autre. Vous savez, c'est le fameux mail qui vous vient de, je ne sais pas, la banque postale et qui vous dit « Vous avez reçu un virement ou il y a un problème avec votre compte, cliquez ici pour re-rentrer vos identifiants et corriger le problème ». Sauf que ce qui se passe, c'est que vous êtes à la Société Générale et pas à la Banque Postale, donc vous mettez le mail de côté. Et ces mails-là sont souvent assez mal faits, faits de manière assez brute. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une capacité avec l'intelligence artificielle de rendre ces mails beaucoup plus intelligents de manière automatisée. On a un chercheur sur Internet qui a utilisé Twitter et qui finalement a utilisé Twitter déjà pour trouver des cibles de gens qu'il voulait piéger. Donc en fait, il a pris les comptes des personnes qui parlaient beaucoup, où il y avait un historique assez fort de communication sur les réseaux sociaux. Ces personnes, ensuite, grâce à son système d'intelligence artificielle, qui capturait finalement ce que la personne avait exprimé sur les réseaux sociaux, a permis de reconstruire son profil. Combien d'enfants, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il part en vacances, quelle opération il a fait récemment, etc. Et ça lui permet de créer des emails frauduleux beaucoup plus efficaces. Typiquement, si vous recevez un faux mail de la caisse d'allocation familiale qui vous dit « Pour votre deuxième enfant, Lucas, il y a un problème de versement sur je ne sais pas quoi », finalement, si on vous parle directement de vos enfants, si on vous donne des cas concrets sur vous, vous allez y croire beaucoup plus et donc les taux de succès des attaques vont être beaucoup plus fortes. Et c'est ce que montrent clairement ces statistiques issues de sa recherche. Usuellement, un phishing classique a un taux de réussite de 5 à 14%. Et lui, grâce à l'intelligence artificielle, après juste 2 heures d'apprentissage, il a réussi à passer à 17%. Et après 2 jours d'apprentissage, le taux de succès est monté de 30 à 66%. Donc on voit vraiment la manière dont l'intelligence artificielle peut être détournée
et être utilisés par des cybercriminels. Donc ça, c'est un premier axe à avoir bien en tête, ne serait-ce que pour vous tous en tant qu'individus par rapport à ces risques de cybersécurité. Mais bon, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que l'intelligence artificielle, on va aussi l'utiliser pour la cybersécurité. Et on voit aujourd'hui une multiplication de solutions qui arrivent et qui vont faciliter ce qu'on fait au quotidien pour essayer de protéger nos données, notre vie privée, nos systèmes d'information, avec énormément de thèmes et énormément d'acteurs qui se positionnent sur ce marché. Alors justement, il faut savoir prendre un pas de recul. Je le disais en introduction, l'intelligence artificielle, c'est quand même un peu le buzzword du moment. Tout le monde en parle, tout le monde dit « je fais des systèmes d'intelligence artificielle ». Vous allez voir, c'est la révolution. Côté Wavestone, on a analysé le marché, on a rencontré les acteurs, on a fait des projets chez nos clients. Et en fait, on a sorti cette matrice, alors qui est quelque chose d'extrêmement dynamique, parce que c'est un domaine qui bouge très vite. Mais cette matrice où on a finalement classifié les solutions d'intelligence artificielle pour la cybersécurité sous deux axes. Un, finalement, l'axe horizontal des obstacles, finalement de la difficulté de mise en œuvre des systèmes d'intelligence artificielle. Et puis un axe vertical, finalement, des gains de la mise en place d'intelligence artificielle dans les mécanismes de sécurité. Et puis on a un grand gagnant, c'est l'antifraude. En fait, aujourd'hui, dans les systèmes antifraude, en particulier chez les banques, l'intelligence artificielle, ça fonctionne très bien, ça permet de détecter des fraudes, des nouveaux cas de fraude qui n'étaient pas vus avant. Et là, on a vraiment le meilleur ratio. Et c'est là vraiment où on peut investir aujourd'hui dans ces solutions pour la cybersécurité. On a l'analyse des journaux et l'analyse du comportement de l'utilisateur, qui sont aussi deux domaines sur lesquels eh bien, finalement on voit quand même des gains. Tout n'est pas complètement sec, mais c'est clairement des pistes qui sont à développer pour le futur. Voilà. Donc bien évidemment, tout ça est amené à bouger vite, hein, comme je le disais. Pourquoi ? Parce que le marché est extrêmement dynamique. Tous les grands noms se sont lancés, évidemment. Je pense que vous avez tous entendu parler au moins d'IBM Watson, qui est quand même la marque ombrelle derrière laquelle IBM met toutes ses solutions d'intelligence artificielle. On a Microsoft, on a Amazon, ils sont tous là, Google aussi en particulier. Et on a plein de startups. Et ça, c'est particulièrement intéressant. On a vraiment des startups qui s'emparent de ces sujets d'intelligence artificielle et qui amènent des nouvelles idées sur le marché. Donc il y a un marché extrêmement dynamique à suivre. La dernière fois qu'on a fait un appel d'offres sur des solutions antifraude, on a identifié 25 sociétés qui répondaient aux besoins, dont à peu près une vingtaine étaient des startups. Donc c'est quand même extrêmement intéressant à suivre. Ça, c'est la première étape, finalement, de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la cybersécurité. On prend des solutions existantes et on les aide à mieux fonctionner, à être meilleurs au quotidien. Mais il y en a qui réfléchissent à l'étape encore d'après, et ceux-là, aujourd'hui, sont plutôt aux États-Unis. Et ceux-là, aujourd'hui, eh bien, sont plutôt du côté du ministère de la Défense, ministère des Armées, américain, qui ont lancé le premier tournoi d'attaque défense complètement automatisé par des intelligences artificielles. La petite vidéo que vous voyez derrière, c'est l'installation des différents ordinateurs qui vont s'affronter les uns les autres, qui se sont affrontés les uns les autres dans un casino à Las Vegas lors d'une conférence internationale sur la cybersécurité. Et vous allez voir arriver petit à petit ici les différentes machines. Ces différentes machines, eh bien, et ce concours a été financé par le DARPA, donc c'est l'entité de recherche fondamentale donc, du ministère des Armées et du ministère de la Défense, qui a mis pour cet événement 55 millions de dollars sur la table pour mobiliser des équipes internationales et qui soient finalement capables de construire ces 7 superordinateurs que vous voyez au milieu. Ces 7 ordinateurs, finalement, avaient une mission, c'est chacun être capable de faire fonctionner un système standard, c'est-à-dire un serveur web qui affiche des pages, un serveur email qui envoie et reçoit des messages, et finalement de s'assurer qu'il soit disponible le plus souvent possible. Et ensuite, eh bien, ils ont lancé le système, ils ont lancé l'attaque défense automatisée, c'est-à-dire avec personne qui ne touche les différents ordinateurs. Et donc ces 7 ordinateurs finalistes se sont affrontés pendant 96 rounds, pendant 11 heures. Et le concept que vous voyez ici, vous avez une source au centre
qui envoie des requêtes. Donc en gros, si vous voulez, chaque trait qui part comme ça, c'est j'envoie un mail et est-ce que le mail me revient ou pas? Donc est-ce que le service fonctionne? Ça vous permet de marquer des points. Et ensuite, vous voyez, il y a des traits horizontaux. Les traits horizontaux, c'est les systèmes qui essayent de s'attaquer entre eux de manière complètement automatisée. Et c'est vraiment le concept de ce concours, c'était que les ordinateurs devaient tout faire pour résister, enfin pour fournir le service, résister aux attaques, mais aussi attaquer les autres pour essayer de leur faire perdre pied. Et c'était vraiment là la nouveauté, c'est qu'il n'y avait aucune équipe humaine qui intervenait. Les systèmes avaient été lancés à un instant T. Il y a même toute une mise en scène à l'américaine qui est absolument géniale, où vous voyez justement un CD qui est mis dans la machine, etc., pour bien montrer qu'après on ne touche plus à rien. Je vous conseille les vidéos sur cet événement. Et puis à la fin de chaque round, on compte les points. Là, vous voyez le décompte des points en fonction de quel service est resté actif, quel a été le plus grand temps de disponibilité des systèmes. Et ça permet de trouver des vainqueurs. Et dans ce concours, il y a un premier vainqueur qui s'appelle Mayhem. Mayhem, c'est lui qui a été finalement le plus intelligent en défense. C'est-à-dire que Mayhem a su décider, au moment où il voyait qu'il était attaqué, si l'attaque était forte ou faible, et s'il fallait qu'il perde du temps à appliquer un correctif de sécurité ou pas. On est vraiment sur des niveaux d'intelligence assez forts, et même s'il a eu finalement un problème technique entre le round 52 et le 95, il a quand même gagné, parce qu'il a su décider le bon moment où il fallait se défendre, ou le bon moment où il fallait laisser aller. Le deuxième, finalement, qu'on voit ici, qui est Xandra, lui, il a été le meilleur à trouver finalement les attaques les plus complexes, les plus subtiles. Et alors évidemment, les organisateurs avaient mis un certain nombre de faiblesses de sécurité dans les systèmes qui interagissaient les uns avec les autres. Mais Xandra a été tellement poussé et futé qu'il a réussi à trouver des attaques qui n'avaient pas été prévues par les concepteurs, des bugs finalement que les concepteurs avaient laissés sans même le savoir. Et puis, le troisième, c'est Mechanical Fish. En fait, lui, il avait vraiment orienté tout sur la défense, c'est-à-dire que dès qu'il voyait une faille, il se corrigeait, et il a été capable même de corriger des failles très très complexes où il fallait plusieurs finalement éléments à la suite qui étaient peu probables à détecter pour pouvoir se protéger. Voilà, et le quatrième, c'est plutôt pour la morale de l'histoire. Lui avait un comportement très agressif. Finalement, c'était lui qui essayait d'attaquer le plus, mais il n'était pas si bon que ça en défense. Et ce côté agressif, finalement, a fait qu'il s'est planté lui-même à un certain moment, et donc il a perdu pas mal de temps. Voilà, je ne sais pas si les intelligences artificielles ont une morale, mais en tout cas, il y a une morale dans cette histoire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le DARPA là, vient de remettre 2 milliards de dollars sur la table dans des logiques d'investissement sur les intelligences artificielles. Et puis si je fais un parallèle, ça c'était un concours qui a eu lieu en 2016. Il faut savoir que le concours du DARPA, le même concours qui lui a eu lieu en 2004, consistait à faire rouler des véhicules de manière autonome pendant 100 km dans le désert, juste en ligne droite, de manière autonome, et qui ne se rendent pas dedans. 2004-2018, on en voit où on en est aujourd'hui sur les voitures autonomes. Donc espérons que 2016-2028, on puisse arriver à avoir le même parallèle sur une cybersécurité qui soit vraiment intégrée et qui soit vraiment automatisée, comme on le voit là, et qui nous permette finalement de répondre à la vitesse de la menace. Voilà, on en a fini avec cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et on est à disposition pour des questions.